Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je suis encore avec Antoine Pétavin pour une deuxième interview, cette fois-ci beaucoup plus spécifique pour les hauts potentiels. Et Antoine, merci d'être encore là. Avec plaisir. Alors déjà Antoine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui n'auraient peut-être pas vu la première vidéo qu'on a fait ensemble sur les peurs narcissiques, que je te recommande d'ailleurs de visionner parce qu'il y aura sûrement un lien en description pour aller voir la première interview qu'on a fait sur la thématique des peurs narcissiques. Antoine, c'est un papa heureux. On t'a souvent cité dans la presse, tu as une réputation vraiment qui est assez impressionnante. Tu es considéré comme une référence dans le milieu des formations, de la reconquête amoureuse. Il y a plus de 200 formations, des milliers d'articles. Tu as notamment écrit un livre numérique qui a été le plus vendu en France. Et tu as réalisé plus de 25 millions de vues sur YouTube. Tu as importé le speed dating en France. Donc vraiment, voilà, quand on parle de relations, de relations hommes-femmes, de psychologie, on était vraiment dans le cœur du sujet. Et aujourd'hui, tu as deux casquettes. Tu en as une qui est avec Je récupère mon ex, où tu parles vraiment tu es un expert en reconquête amoureuse, de la rupture amoureuse. Et tu as Antoine Pétavin Coaching, dans laquelle tu aides principalement les victimes d'un ou d'une peur narcissique, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Et tu es aussi, on le disait dans la première interview, au potentiel, dépisté au potentiel. Tout à fait, oui. C'est ça. Donc, on est en plein... J'ai fait le test comme toi pour en être sûr un jour. On va en parler justement des tests, on va en parler pour que tu me donnes ton avis là-dessus. Alors, première question que j'aime bien poser, est-ce qu'un haut potentiel, ça existe vraiment ou c'est un phénomène marketing, de publicité pour vendre des bouquins? Alors, il y a les deux, sans faire une réponse de Normand. J'ai fait une expérience pendant quelques semaines. Ouais. À chaque fois que je croisais quelqu'un, je disais, je suis sûr que tu es au potentiel. Parce que je me demandais si tous les gens le croyaient ou pas. Et il s'avère que 100% des gens m'ont dit, oui, c'est vrai, on me le dit souvent. Même sur des gens qui, a priori, n'étaient pas du tout au potentiel. Donc, ça veut dire que chacun se trouve intelligent, forcément. Et assez peu de monde sur Terre se dit, moi, je suis vraiment débile. Enfin, tu ne vois pas quelqu'un qui va te dire, waouh, moi, je pense que je suis débile. Donc, on a toujours cette conscience de nous-mêmes qui est peut-être un peu supérieure à ce qu'on est vraiment. Donc, probablement que tout le monde sur Terre se pense plutôt intelligent par rapport à la moyenne. Si on faisait des statistiques là-dessus, je suis à peu près sûr que ça arriverait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des tests pour mesurer le fait que tu sois au potentiel ou pas. Et c'est une structure de cerveau, alors t'en parlerai mieux que moi, mais c'est une structure de cerveau qui est assez particulière. Notamment, on a parlé dans la première interview de la pensée en arborescence. Tu as une idée, qui en emmène 5, qui en emmène 10, qui en emmène 1000, etc. Et tu peux avoir vite tendance à être dans ta tête ou complètement submergé. C'est des gens qui font souvent des postes comme des postes où il y a beaucoup de création. C'est des gens qui pensent vite, qui peuvent aussi avoir du mal à se fixer sur un métier, qui vont aller avoir plusieurs jobs par-ci, par-là, parce que ça les ennuie vite, parce qu'ils ont besoin de nouveautés, parce qu'en fait, ils ont une espèce de grosse machine de guerre, c'est leur cerveau qui va très vite et ils ont besoin d'aller plus loin. Donc, il y a un test qui existe, qu'on y croit pas en tout cas, ce qu'on peut être, là où on peut tous être d'accord, c'est qu'on a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, certains qui pensent plus vite que d'autres. Le test du QI a été beaucoup remis en question au passage depuis quelques années. Non, est-ce qu'il faut y croire ou pas? C'est en tout cas, je pense que... Est-ce que tu as déjà vécu ça? Je pense qu'entre haut potentiel, on se reconnaît. Et d'ailleurs, quand tu es haut potentiel, souvent tous tes amis le sont aussi. Parce que tu peux pas être avec quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai qu'on va aborder la thématique des tests de dépistage qui est super intéressante, mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on a une tendance à facilement reconnaître des personnes de la même... tribu, on va dire, dans le comportement, dans la discussion, dans les choses comme ça. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a justement une différence entre le haut potentiel et l'intelligence? Et comment tu définis, toi, l'intelligence? Est-ce qu'un haut potentiel est intelligent? Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe un petit peu par rapport à ça, entre le haut potentiel que parfois on trouve parfois pas très brillant quand il va pas bien, et la définition de l'intelligence très hollywoodienne qu'on a, où le mec intelligent, celui qui résout des équations de mathématiques comme ça, se réveillant le matin. C'est vraiment un grand débat. Je peux dire ce que je pense. Alors, oui, voilà, ça qui est intéressant. Il existe un grand débat qui dure depuis quelques années. On peut pas le refaire ici, ce débat. En gros, on a historiquement, jusqu'à il y a, je dirais, entre 5 et 8 ans, le test de QI faisait figure de référence. On mesurait ton intelligence
grâce au test de QI. Puis après ça, on a dit les cocos. Il existe d'autres types d'intelligence, comme par exemple l'intelligence émotionnelle, comme par exemple la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir une gigantesque mémoire, mais être con comme un balai, en fait. Il existe aussi les hauts potentiels. Donc, on s'est dit, finalement, on est tous intelligents de manière un peu différente. Il n'y en a pas qui sont plus bêtes, pas qui sont plus intelligents, mais c'est juste qu'on a certains types d'intelligence. Mais ça arrive, à mon sens, dans un moment de la vie où on veut blesser personne. On ne veut pas dire que certains sont moins bons que d'autres, etc. Et donc, il y a une espèce de réponse un peu consensuelle qui consiste à dire on est tous un peu intelligents de manière différente et c'est très bien comme ça. Comme ça, tu peux dire OK, j'ai moins de mémoire, mais moi, je suis plus intelligent dans tel domaine. Donc, je sais pas si on est tous aussi intelligents que les uns que les autres. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment brillants, en fait, réellement très, très brillants sur Terre, que j'ai rencontrés. Et je ne pourrais pas me mesurer à eux. Tu les vois parfois sur YouTube. C'est des gens qui font des conférences qui sont juste incroyables. C'est des gens ou Elon Musk, par exemple, qui va envoyer des fusées sur l'espace. Ça va être des grands PDG. C'est des gens qui ont une finesse d'esprit, qui ont de la rapidité, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'un mec qui envoie des fusées sur la Lune sera équivalent à, je ne sais pas, à Madame Michmuche que tu croises au café du coin qui boit du pastis à 10 h le matin. Tu vois. C'est pas possible. Elle a peut-être une forme d'intelligence, mais c'est en tout cas pas celle d'envoyer des choses sur la Lune. Tu vois. Et, par contre, je sais une chose, c'est que la structure de pensée des hauts potentiels est très particulière. On a évoqué tout à l'heure le fait d'avoir la pensée en arborescence. On pourrait évoquer le fait de se remettre souvent en question, beaucoup plus que d'autres types de profils. Tu peux avoir un gros QI et ne pas te remettre en question. Par contre, les hauts potentiels sont des gens qui se remettent souvent en question, qui vont avoir tendance à ne rien prendre pour acquis. C'est des gens qui sont aussi très créatifs souvent, alors que tu peux avoir un gros QI et ne pas être créatif. Donc, les hauts potentiels, c'est une certaine structure, à mon sens, de pensée, de fonctionnement ou d'organisation des neurones qui rend ces gens très particuliers et qui font qu'ils ont beaucoup plus de similarités que de différences. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a justement une différence, je ne sais pas si on peut appeler ça une différence, entre vraiment l'intelligence de performance, on va dire, et l'intelligence beaucoup plus holistique qui fait qu'en fait, tu vas prendre tes différentes intelligences et les manipuler pour avoir, comme tu le disais, des comportements brillants. Totalement, et pas être juste dans la performance de l'intelligence comme on peut faire en faisant des calculs les mecs ont des singes savants. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et pour toi, c'est quoi la définition d'un surdoué, d'une douance? Parce que là, on parle de potentiel, on parle d'intelligence. C'est quoi un surdoué, en fait? Comment est-ce qu'on peut définir? Alors, je sais que la définition n'est pas évidente, mais c'est quoi ta vision là-dessus? Donc, ta question, c'est quelle serait la différence entre un surdoué et une personne qui serait au potentiel, c'est ça? C'est quoi la différence entre un surdoué et quelqu'un qui est brillant, on va dire, voilà. Comment faire la distinction? Parce que des fois, on voit des personnes qui sont brillantes, des gens qui sont, comme tu disais, qui sont capables de faire de la performance, mais qui derrière, quand tu commences à discuter avec eux, tu dis mais ils sont pas si intelligents avec eux. Et puis derrière, tu as des gens qui sont, qu'on pourrait appeler surdoués, des hauts potentiels, on va dire, qui effectivement vont peut-être pas être brillants ponctuellement dans une thématique, mais qui vont au contraire manipuler plusieurs thématiques pour avoir justement des fulgurances de pensée, des pensées brillantes comme ça. C'est quoi pour toi la douance? Il y a, est-ce qu'il faut qu'il y ait une douance ou est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs douances? C'est quoi ton point de vue? Si on regarde Wikipédia, si je ne me trompe pas, il faut que je regarde si l'article a été mis à jour ou pas. En tout cas, il y a quelques temps de ça, sur la version américaine, ils mettaient surdoué sur la même page que haut potentiel. Oui. Et alors, soit je me trompe de mots, soit je ne suis pas d'accord avec eux. Je te donne un exemple. Si jamais tu vois une enfant de 4 ans, qui est surdoué, qui sait jouer, je pense à Cindy en l'occurrence, une enfant de 4 ans qui peut jouer un concert au piano devant une salle entière et qui connaît tout Chopin, par exemple, il y a quelque chose de l'ordre de... on peut dire qu'elle est surdouée, en tout cas, elle a un talent dingue par rapport à ça. Elle est surdouée. Pour autant, j'ai aucune certitude qu'elle sera au potentiel dans sa manière de penser. Donc, tu as raison. D'un côté, tu as la douance de performance, qui est une chose, et de l'autre, tu as le haut potentiel. Mais je suis pas sûr qu'un haut potentiel, à 4 ans, irait jouer du piano. Enfin, pour toi et mon lait, moi, je jouais 3 notes, c'était l'enfer, tu vois, et je me posais beaucoup de questions après ça. Pourquoi les touches sont blanches? Pourquoi les touches sont blanches? Pourquoi d'autres sont noires? Pourquoi c'est pas une autre couleur? Pourquoi ça a cette taille? Pourquoi ça vibre? Comment le son fait pour arriver à mon oreille? Qu'est-ce que c'est tout ça? Comment ça arrive à mes oreilles? Mais je n'étais pas du tout dans le truc. Donc moi, je fais une grosse différence entre surdoué d'un côté et haut potentiel de l'autre. Mais apparemment, Wikipédia a mis ça à peu près dans la même case. Et si tu regardes, il y a beaucoup de livres sur Amazon, encore une fois, qui regroupent les deux aussi dans le même. Alors, est-ce que c'est une question de vocabulaire?
Peut-être. C'est vrai que de mon point de vue, il n'y a pas de définition qui fasse consensus. Et c'est là tout le dilemme en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de définition. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et encore moins dans le milieu scientifique, ils sont encore moins d'accord sur un consensus là-dessus. Donc en fait, le problème, c'est que les hauts potentiels, quand ils commencent à écouter d'un côté à droite, en fait, ils n'ont jamais la bonne réponse parce qu'en fait, personne n'est d'accord là-dessus. Et tout dépend de comment on se situe par rapport à la définition même de l'intelligence. Donc c'est ça qui est paradoxal dans le haut potentiel. Et en plus, quand on commence à rajouter des cases, les HPI, les HPE, les THQI, les THQ, enfin, voilà, il y a tous les noms de l'arc-en-ciel qu'on donne à ces personnes-là. Donc, ce qui fait que les hauts potentiels sont un petit peu perdus. Et une fois, j'ai une dame qui m'a donné une définition, enfin qui m'a donné un point d'intérêt par rapport à ça. Elle m'a dit, mais en fait, il faut qu'il y ait une douance pour être au potentiel. Il faut que quelque part dans ta vie, il y ait une douance, quelque chose qui soit facile et qui soit largement plus au-dessus de la moyenne. Tout à l'heure, tu parlais du piano sur les petits de 4 ans. Moi, c'est vrai que quand on a connu dans les années 80 les petits Chinois qui passaient 18 heures par jour à faire du piano à 4 ans, effectivement, au bout d'un moment, comme tu disais, ils pouvaient connaître tout Chopin, mais est-ce que c'était vraiment du haut potentiel ou du travail intensif? On ne pouvait pas le savoir. Mais en tout cas, chez le haut potentiel, il est censé avoir au moins une douance quelque part, c'est-à-dire quelque chose qui de manière innée, va être présent et va le rendre plus performant que les autres. Donc, je trouvais, pour toi, par exemple, qui est au potentiel, est-ce que c'est vrai que tu as une douance particulière? Ben oui, enfin, en tout cas, je me reconnais dans ça, et je me reconnais dans plusieurs douances au cours de ma vie, en fait. Ce qui fait que c'est laquelle? Par exemple, quand je me suis intéressé au sport, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais très bon au niveau de la synchronisation des muscles, du mouvement, tout ça, alors qu'en fait, c'était pas donné pour tout le monde. Donc j'avais déjà une douance là-dedans. Après, j'avais une autre douance dans le fait qu'il y a cette capacité de métacognition, de recul sur soi-même et d'introspection qui fait que qu'en me connaissant, j'arrivais à mieux connaître les autres. Donc c'est aussi une autre douance que j'avais. Et il y a toujours, par rapport au potentiel que je suis, il y a toujours une douance qui sort là-dedans. Et quand une personne est vraiment dans le doute et qu'on a un doute sur elle, on se dit est-ce qu'elle est au potentiel, est-ce qu'elle est plutôt hypersensible, j'essaie de voir s'il y a une douance qui est là ou pas, ou si la personne, elle est juste perdue là-dedans. Et moi, ça me donne une petite indicatif sur savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Ça reste des étiquettes. Dans la vidéo d'avant, alors les hauts potentiels n'aiment pas les étiquettes, tu vois, encore un signal. Mais dans les vidéos d'avant, on a parlé des pervers narcissiques. On a dit que c'était une étiquette, mais c'était aussi un comportement récurrent qu'on pouvait trouver chez des gens. Voilà, comportement, ça c'est un mot que j'aime, le comportement. J'ai perdu mon écouteur, donc je sais plus ce que tu dis. Attends. Ça y est, j'aime bien. J'aime bien l'idée de repérer un comportement qui serait différent de la moyenne. C'est-à-dire que les personnes, on va réutiliser le mot normal dans le sens dans la norme, hein, pas normal, genre les HP sont pas normaux, tu vois, mais encore que si statistiquement tu es anormal. Mais si tu as un comportement qui sort de la norme et tu peux mettre un groupe d'individus dans ce type de comportement, génial, pourquoi pas mettre une étiquette dessus. En l'occurrence, si on regarde un peu les caractéristiques des hauts potentiels, on ne peut pas dire qu'on soit dans un effet de masse où on va te dire quelque chose qui correspond à tout le monde. Il y a des gens qui lisent ça, qui se disent oui, en effet, le machin me ressemble vachement. Et si je regardais la personne d'à côté, ça ne lui ressemble pas du tout. Donc en l'occurrence, pervers narcissique, il y a des comportements qui fait que je peux dire oui, il y a un groupe d'individus qui représentent quelques pourcents de la population qui se comportent comme ceci, avec quasiment les mêmes phrases, les mêmes habitudes au quotidien, la même façon d'agir et la même manière de penser. Donc oui, on peut leur mettre une étiquette. Et au potentiel, à mon sens, il y a un groupe, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, qu'on mette d'autres mots. En tout cas, ce qu'on peut dire, sans définir clairement la chose, c'est qu'il y a un groupe d'individus qui se comportent à peu près de la même manière, qui a à peu près les mêmes symptômes dans l'enfance, qui ont les mêmes vies professionnelles compliquées où ça change souvent de métier, qui ont cette capacité à se mettre en cause, qui sont en manque de confiance en eux, qui vont souvent tout donner en couple et avoir des pensées en arborescence. Donc on peut dire que oui, il y a une population. Moi, je connais beaucoup de gens qui... Si jamais, quand je leur parle, ils me disent Antoine, au bout de 3 phrases, hein, je dis bonjour, comment ça va et il y a d'autres choses, et ils me disent oh Antoine, tu poses trop de questions là. J'ai juste dit bonjour, comment ça va et qu'est-ce que tu as fait hier soir. Enfin, il me dit voilà, c'est trop de questions. Le mec, il est bûcheron, il s'en fout, tu vois. Enfin, il n'est pas dedans, quoi. Et tu viens de dire un mot qui est intéressant, c'est le mot comportement, dans lequel je crois beaucoup au niveau des hauts potentiels. Et je pense que le haut potentiel, il y a à la fois un côté performance, parce qu'effectivement, il y a une performance douance, mais il y a aussi beaucoup l'aspect comportemental, et tu viens de le dire en plus, et ça va nous permettre de rebondir sur les tests de QI après, sur le fait qu'un haut potentiel, il se reconnaît aussi dans ses comportements, et pas que dans la brillance de son intellect, ou que dans l'aspect comportemental aussi. Est-ce que tu es d'accord là-dessus, hein?
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu reconnais les hauts potentiels entre eux, potentiellement. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un piège par rapport à ça? Tu vois, je me fais l'avocat du diable de tomber après dans ce qu'on appelle les personnes qui sont, comment dire, qui sont singulières, les personnes qui sont originales et qui ne sont pas au potentiel. Tu vois, alors, on n'aime pas donner des étiquettes, c'est vrai, mais parfois on se dit, moi c'est vrai que des fois on en a en consultation des personnes, je leur dis effectivement, ils ont un profil très atypique, très original, c'est un petit peu des uluberlus, des trucs comme ça, mais ils sont pas vraiment au potentiel. Tu vois, il y a ces limites qui sont dans la zone grise où on ne sait pas si la personne elle est juste originale ou si vraiment elle est au potentiel, elle a une douance derrière. Est-ce que tu as un avis là-dessus, toi? Mais on en parlait dans l'autre vidéo, la psychologie, déjà, ça reste une science molle. Dis Oui, ça à un psychologue, oui. il va hurler. Ah ouais, Il va ouais, hurler. Ça reste une science molle. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, tu as des certitudes aujourd'hui, enfin, tu as des certitudes. Tu as des pistes aujourd'hui qui vont se confirmer ou pas dans le futur. ouais. Mhm. Donc ça, c'est une chose. Et après ça, les étiquettes, elles sont jamais noir ou blanche. C'est gris. Donc, tu es un pourcentage de. Tu as un pourcentage, on parlait de psychopathe la dernière fois, tu as un pourcentage de psychopathie. On l'est tous un petit peu psychopathes, sauf Mhm. que il n'y a qu'une extrême qui va tuer des gens et qui sera tueur en série. On l'est tous un petit peu. Donc, je pense que c'est compliqué. Et c'est peut-être pour ça que le haut potentiel n'aime pas les étiquettes, parce qu'une étiquette, c'est noir ou blanc. Soit on l'est, Oui. soit on ne l'est pas. Alors qu'au Mhm. final, tu peux en être une partie, tu peux être quelques pourcents de ce terme-là. D'ailleurs, si on regarde bien, on en reparlera après des tests pour savoir si tu es au potentiel ou pas. Tu as une espèce de seuil. Si tu le dépasses, tu l'es. Si tu le dépasses pas, tu ne l'es pas. Tu vois, mais d'où vient ce seuil? Qui est-ce qui l'a mis en place? Est-ce qu'il y a eu un comité de haut potentiel qui s'est dit, allez, vas-y, t'es au-dessus de tel seuil? Ça se passe comme ça. C'est compliqué, en fait, de définir, de mettre une Ouais. étiquette sur quelqu'un. Si tu es, admettons, reprenons le coup des pourcentages. Si tu es peut-être 35% au potentiel, est-ce que tu l'es ou pas? Et 65%, est-ce que tu l'es ou pas? Tu vois? Ah oui, ah oui. Bah, justement, parlons-en de ces tests de détection. Tout à l'heure, tu me parlais du test le Vice 4 que tu as passé, que j'ai passé aussi il y a Ouais. quelques années aussi. Que moi, je trouve un test très intéressant en soi, mais avec du recul maintenant, je me dis que ce test-là, il est limite dangereux pour le potentiel parce qu'on peut carrément passer à côté de ce test-là qui est plus un test de performance qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est quoi ton avis, toi qui l'as passé aussi et qui C'est a du vrai. recul maintenant? Ouais, Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça ressemble à un test de performance, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. ouais. Mémorisation, aller plus vite, un chronomètre pour résoudre des choses, etc. Ce qui finalement se rapproche du test de QI qui a été tellement décrié depuis Mhm. quelques années en disant que c'était n'importe quoi et qu'on ne peut pas juger quelqu'un là-dessus. Mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la barrière du fameux 125 ou 130 de QI pour déterminer. Alors c'est vrai que le monde clinique, ça. le monde académique est très a besoin de mettre les gens dans les cases pour pouvoir après avoir des méthodologies pour accompagner les gens. On le fait tous un petit peu aussi. Mais c'est vrai que ce test de dépistage, le VICE 4, le test de QI, il est, de mon point de vue, après, hein, je ne suis pas le seul à le dire, mais de mon point de vue, il est vraiment trop limitant pour les personnes au potentiel qui peuvent avoir des douances dans d'autres paramètres que la performance, la mémorisation, le langage verbal, enfin l'aisance verbale ou d'empiler des cubes dans dans des cases. Et c'est très Il y a, paradoxal parce que... Oui, ouais, vas-y, je t'écoute. Hein. tiens, écoute, je sais pas si c'est le vrai débat ou pas. Je sais pas s'il faut passer du temps sur ce débat. Alors, Je te donne un je exemple. suis d'accord avec toi, mais c'est le problème, c'est que les hauts potentiels demandent ça, en fait. Ils ont besoin Ouais, de ce fameux test, comment je dois passer. Et moi, je sais, toi aussi, que la solution n'est pas dans le test. On le sait. ouais. Mais quand même, il y a un souci à ce niveau-là. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Je te donne deux choses qui vont empirer le débat, ok? On va partir dans encore pire que ça. Partons pire. Tu m'as dit, les gens veulent avoir un test pour savoir s'ils sont au potentiel ou pas. Parce que Mm. s'ils ont cette étiquette, c'est bon. S'ils l'ont pas, c'est pas bon, ils le sont pas. Alors Mm. du coup, et ce qui est même perturbant, c'est que dans un cas, on te dit que tu es intelligent, mais ok, donc t'étais pas fou, mais qu'est-ce que t'en fais après? Autre cas pire, on te dit non, non, tu avais un problème, mais c'est pas parce que tu es au potentiel. En plus, tu es con. Donc en plus, tu peux, t'as non seulement pas la solution, mais en plus, le test, il t'a servi vraiment à rien, juste à te dire que tu n'étais vraiment pas du tout au potentiel. Donc, quel que soit le test et son résultat, soit tu es au potentiel, mais qu'est-ce que tu en fais derrière? Soit tu ne l'es pas, et merde. Et donc, j'ai un problème, et ça, en tout cas, ça vient pas de ça. Et on peut se poser aussi d'autres questions là-dedans. C'est est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou acquis au potentiel? Un exemple très simple. Un exemple dans un autre domaine. On va parler de perversion narcissique. Mhm. Si jamais une personne est saine, normale,
et qu'elle va suivre un compte Instagram avec une fille qui dit, par exemple, il faut se venger sur les hommes, il faut les détruire, il faut les utiliser, etc. La fille, admettons, fait sur Instagram a des millions d'abonnés, et une femme voit ça, elle se dit, ouais, c'est vrai, elle a raison, je me suis toujours fait avoir, et il y a beaucoup de likes, et il y a 500 000 likes par publication, donc ça veut dire que je me trompais avant, je dois profiter des autres. Donc en fait, de manière innée, elle ne l'était pas, mais elle a acquis, d'un point de vue social, de devenir pervers narcissique. Pervers narcissique, tu peux l'être à la naissance, ou tu peux le devenir. C'est quelque chose qui est flou, en fait. On ne sait pas exactement. Peut-être un peu les deux, tu vois. Peut-être que tes parents te forcent à le devenir. Donc, ça veut dire que tu peux devenir pervers narcissique de manière sociale, parce qu'il t'entoure. La société qui t'entoure, tu as 5 copains qui sont des gens qui abusent, tu peux devenir quelqu'un qui abuse aussi. Enfin, ça se comprend. Maintenant, rapportons ça, on fait une translation sur la partie au potentiel. Est-ce que au potentiel, est-ce que c'est inné ou acquis? Tu vas me dire, bah forcément, c'est le cerveau, etc. Donc, a priori, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a à la naissance et il n'y a pas de doute dessus, c'est inné. Sauf qu'en fait, on remarque que beaucoup de parents qui le sont ont des enfants qui le sont également. On peut remarquer aussi que selon ta manière d'éduquer les enfants, tu peux changer leur façon de penser. Si jamais j'éduque mon enfant en lui disant il faut toujours se poser des questions sur tout, il faut jamais rien prendre pour acquis, il faut toujours voir la zone grise, il faut toujours, quand tu penses à quelque chose, penser à 10 choses derrière pour aller plus loin. Peut-être que de la même manière, devenir au potentiel peut devenir quelque chose qui est acquis. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant parce que c'est une théorie qui est défendue par Carlos Tinoco. Je ne sais pas si il a écrit un ou deux bouquins là-dessus, dans lequel il explique, alors lui il est haut potentiel aussi, il explique en fait, sa théorie en fait à lui, hein, donc ça n'engage que lui, que tout le monde a la capacité d'être haut potentiel en fait, et qu'en fait ce n'est juste qu'une sorte, comme tu le disais, de formatage, d'entraînement de l'esprit à penser différemment, à penser autrement, qui amène à ce type de comportement-là et ce type de pensée-là. Alors il n'y a rien qui est prouvé encore, mais c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir. Hein. Ouais. Donc, donc, au final, on voit que ça peut être inné ou acquis, on voit que ça peut être qu'on peut s'en servir ou pas du tout. On attend le résultat d'un test qui ne va pas forcément donner. Le test, il te dit juste si tu l'es ou pas, en fait. Hein. C'est comme, je sais pas, est-ce que tu as le rhume ou pas, mais il ne te donne pas la solution pour guérir après. Mais tu n'as pas la solution d'ailleurs. Et la vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, je me sens différent des autres. Ça peut être déjà bien de faire ce test parce que j'ai déjà un certain type de réponse, ça me donne un indice, mais ça ne doit être qu'un indice sur ma route. Le reste du temps, je dois me dire, je me sens différent, donc qu'est-ce que j'en fais derrière? Mais est-ce que je me sens différent de manière dépressive? Est-ce que je me sens différent isolé? Est-ce que je me sens différent mais très heureux comme je suis? Est-ce que je me sens différent mais j'ai des amis qui me ressemblent? Et il y a tout un tas d'autres questions. Et là, on en revient sur le schéma du haut potentiel qui se pose 1000 questions lorsqu'il a un problème, mais c'est des questions qui peuvent se résoudre chaque jour, en fait. Enfin, moi, au potentiel ou pas, ou même si j'étais un débile fini, aujourd'hui, je pense que si jamais tu te mets dans une logique où tu veux avancer, tu as toujours moyen de le faire. Et prenons un autre domaine. Je pesais 115 kilos. J'ai découvert le jeûne. J'ai lu. Alors, le jeûne, certains aiment, certains n'aiment pas. J'ai lu dessus, j'ai perdu 25 kilos. J'ai découvert le sport. J'étais mais nul au possible. Aujourd'hui, je marche 2 à 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour en écoutant des podcasts sur psychologie, philosophie, sociologie. Donc, même moi qui n'avais aucune compétence à ça à la base, tu peux l'apprendre tout ça. Et la question, c'est, tu te sens différent, mais déjà, il faut spécifier la question. Pourquoi est-ce que je me sens différent? Dans quelle situation? Je me sens différent, par exemple, dans mon travail. Je me sens différent, des autres, j'arrive pas à m'intégrer, mon travail me plaît pas. C'est peut-être juste qu'il faut juste changer de travail, tu vois. Ou alors aller chercher pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'intégrer, ou alors arriver à comprendre comment se faire des amis. Mais il faut que cette question du test, ce soit le début d'une démarche, mais une démarche personnelle. Il y a personne sur Terre qui va te dire waouh, t'es au potentiel, bravo, t'as réussi ta vie. Et qu'est-ce que t'en fais derrière? Dans l'autre vidéo, on a parlé d'un sportif, d'un mec qui aurait une bonne carrure, mais qui s'entraînerait jamais, qui se lèverait pas le matin, qui boirait jusqu'à 5 heures du matin tous les soirs, qui fume des cigarettes, etc. Ouais, tu as des compétences, il y a quelque chose qui va te simplifier la vie, ça va être plus rapide pour toi. Mais si tu ne travailles pas, si tu n'avances pas dedans, ça ne sert à rien. Et ton cerveau, si tu te sens différent, on va te dire oui, tu es différent parce que tu es potentiel ou parce que tu es pas. Mais qu'est-ce que tu en fais derrière? Imagine un sportif, un mec qui est baraqué, il va calculer son IMC ou sa charge de muscle. Oui, regarde, j'ai une bonne charge de muscle. Enfin oui, mais qu'est-ce que t'en fais derrière? Il n'y a pas quelqu'un qui va te porter et te faire réussir le truc, en fait. Il y a pas de... Là, il faut que ce soit le début de ta démarche, le début d'une démarche vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui va beaucoup plus loin et qui peut progresser chaque jour. Et aujourd'hui, moi, c'est marrant, je me suis mis à la philosophie qui m'a apporté beaucoup d'apaisement au passage. À tous les HP qui me regardent,
Écoutez, lisez de la philosophie. Hein. Et sport. Ce sont les deux choses qui m'ont... Il y a tout qui s'apaise dans ma tête. C'est intéressant parce que je te rejoins sur le fait que justement le test, le dépistage, c'est qu'un parcours d'introspection qu'il faut avoir et on ne valide pas qu'avec un test, il faut valider avec des lectures, de l'introspection, plusieurs tests. Il faut avoir un parcours, comme tu dis, et je te rejoins là-dessus. Et ça m'a amené une question qui est beaucoup plus fondamentale, et je sais que tu as déjà beaucoup réfléchi à la question. C'est... Ça sent le piège. Ça sent le piège, ça, c'est ça, ça sent le piège. Si tu ne réponds pas, tu as perdu. Est-ce qu'un haut potentiel peut être heureux dans ce monde? Est-ce que vraiment un haut potentiel peut être heureux? Hop, 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 on s'arrête en plein milieu de cette interview pour la rendre digeste, justement. Tu peux découvrir la seconde partie de cette interview sur la chaîne complémentaire de l'Université des hauts potentiels. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, et le lien doit s'afficher, je pense, aussi sur la vidéo. Il te suffit de cliquer dessus pour aller découvrir cette seconde partie de l'interview sur la chaîne complémentaire. On se retrouve là-bas.